pour la DMD, c'est important de dialoguer évidemment avec vous sur cette question, parce qu'il y a quand même des choses qui nous rassemblent, des choses qui nous divisent aussi, bien sûr, mais des choses qui nous rassemblent. La première des choses, c'est qu'évidemment, nous nous intéressons à la question de la fin de vie, les uns et les autres, et c'est une question importante. Et quand je dis ça, c'est pas tout à fait innocent, parce que à la DMD, depuis extrêmement longtemps, on est inquiet de voir que les responsables politiques s'intéressent très peu à la question de la fin de vie. Il faut qu'à chaque fois, il y ait des affaires pour qu'ils s'y intéressent et que les moyens sont jamais à la hauteur. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire qu'on met beaucoup d'argent sur le début de la vie, et tant mieux, hein, il ne faut surtout pas revenir en arrière, mais que les moyens ne sont jamais là quand il s'agit de parler de la fin de vie. On vient d'avoir enfin un nouveau plan de soins palliatifs. Je rappelle quand même qu'on a été pendant 2 ans sans plan de développement de soins palliatifs. J'ai dû envoyer 7 ou 8 lettres au ministre de la Santé pour m'en inquiéter pendant ces 2 années, ce que pour nous c'était quand même assez incroyable, parce qu'on se bat pour l'accès universel aux soins palliatifs. Et on voit que les moyens ne sont pas du tout à la hauteur. Enfin, vous les connaissez mieux que moi, mais en tout cas pour aller dans une unité, hein, je parle pas, c'est entre 20 et 25% des gens qui en ont besoin et qui peuvent y aller. Il y a certes bien sûr eu ces 15 dernières années des augmentations d'unités, des augmentations d'équipes mobiles, de lits identifiés, mais dans la réalité des choses, on sait que à peine 40% des gens qui en ont besoin ont au moins un acte de soins palliatifs. Et on a vu pendant cette période de Covid, et celles et ceux qui ont eu des proches qui en sont morts, moi ma mère est morte de la Covid il y a presque 1 an, sans soins palliatifs bien sûr, parce qu'il n'était même pas sollicité à ce moment-là, et on a vu que de toute manière il ne pouvait pas répondre face aux demandes, alors que c'était là où on en aurait vraiment eu besoin, à la fois pour les personnes qui mouraient, mais aussi pour les proches. Hein, comme vous le savez, quand vous avez perdu une personne de la Covid, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas là souvent à sa mort, vous ne pouvez pas la voir quand elle est décédée, et c'est là où, et on le voit aujourd'hui, beaucoup de familles ont vécu extrêmement mal cette période parce qu'ils n'ont pas du tout été accompagnés dans leur deuil, n'ayant pu voir leurs proches. Et c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et là, ça a montré à quel point les moyens n'étaient pas du tout à la hauteur. D'ailleurs, on le voit, je crois que si dans une unité de soins palliatifs, il faut à peu près 2,5 médecins à temps plein, on est à 1,5 médecins à temps plein en France. Et je ne parle pas des autres disciplines, des infirmières, etc., des psychologues. On voit que aujourd'hui, c'est un grand discours et que ce plan de 170 millions, une fois de plus, comme le dernier, hein, qui était de 180, si mes souvenirs sont bons, n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'on devrait avoir, c'est-à-dire un accès universel aux soins palliatifs, qui est quand même possible, puisque des pays autour de nous, et excusez-moi de choisir, c'est pas une provocation, mais qui est quasiment le cas en Belgique et aux Pays-Bas, qui sont les 2 premiers pays qui en Europe ont légalisé l'euthanasie, et chez qui l'accès universel est une réalité. Et d'ailleurs, quand ils ont voté, notamment en Belgique, une loi sur l'euthanasie, ils ont voté une grande loi sur les soins palliatifs. Ils ont d'ailleurs voté 3 lois, avec une loi notamment sur les droits des malades. Donc je pense qu'on pourrait être d'accord pour dire qu'il faut qu'à un moment, on mette enfin les moyens sur la fin de vie. Nous sommes des citoyennes et des citoyens jusqu'au bout, et il n'est pas normal qu'on est dans cette situation. La deuxième chose, c'est que la question de la fin de vie, c'est d'abord une question citoyenne. Je pense que maintenant tout le monde en est un peu d'accord, ce n'est pas une affaire médicale. Il faut bien sûr, évidemment, et votre rôle est important dans la fin de vie, mais c'est la personne qui est d'abord concernée. C'est celle qui est dans le lit qui doit décider de ce qu'elle souhaite dans sa fin de vie, et non les personnes qui sont autour du lit, qui sont là pour la conseiller, pour la soutenir, mais en tout cas pour l'écouter. Et c'est un des problèmes que nous avons en France jusqu'aujourd'hui, puisque ce sujet n'a été traité d'une manière médicale. D'ailleurs, les 3 lois ont été faites à chaque fois par un médecin, et il serait temps qu'on écoute les Français sur cette question, parce qu'il n'est pas question de mettre qui que ce soit dans une situation difficile, mais il est question d'entendre les Français. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, la loi qui existe, enfin les 3 lois, parce qu'on oublie qu'il y a eu 3 lois quand même, Léonetti. Il y a eu celle de 2005, il y en a une en 2010, dont tout le monde a oublié, et il y a celle de 2016, qui d'ailleurs a été restrictive par rapport aux autres, notamment sur la sédation profonde et continue, qui peut seulement être donnée dans le cas
des derniers moments de la vie. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné mon Suisse au mois de juin, Alain Koch, qui était ce monsieur qui demandait à mourir, qui a essayé par lui-même à plusieurs reprises d'arrêter de s'alimenter, de s'hydrater. C'était trop violent, il n'a pas pu aller jusqu'au bout et il a souhaité aller en Suisse. Il avait des douleurs physiques, ce qui est assez rare, mais qui était le cas, qu'on ne pouvait pas soulager. Et il n'a pas pu, il a demandé à bénéficier d'une sédation profonde et continue. Et on lui a dit, vous n'êtes pas en fin de vie, nous ne pouvons pas vous donner. Et il s'est retrouvé seul face à sa souffrance, puisque morphine et tous les produits qu'on lui donnait ne pouvaient pas le soulager de ses souffrances. Donc on voit que la sédation profonde et continue, elle est en plus extrêmement restrictive maintenant. D'ailleurs, je ne pense pas que si le Conseil d'État devait réexaminer cette question pour une affaire comme celle de Vincent Lambert pourrait encore en bénéficier, puisque, je vous dis, la dernière version ne permet de bénéficier de la sédation profonde et continue que dans le cas de l'agonie. En plus, on voit, et nous avons un service à l'ADMD qui s'appelle ADMD Écoute. Il n'y a pas une journée sans laquelle nous avons un appel d'une famille qui a un proche qui est sous sédation depuis 2 semaines, parfois 3 semaines, ou dans lequel on nous dit les gens ne souffrent pas, etc. En tout cas, les signes cliniques sont là et les personnes qui sont en face voient des personnes qui n'ont pas l'air de mourir d'une manière apaisée. Alors, je sais qu'aucune étude n'a été faite là-dessus, mais enfin, chacun voit les signes cliniques et je ne parle même pas des escarres qu'ont ces personnes au bout d'un moment, des situations qu'on a pu voir. Moi, j'ai des vidéos que je pourrais vous faire passer. D'ailleurs, Lynn Renaud, hier, me faisait passer, croyant que je pouvais vous faire passer des vidéos, sachant que j'allais être auditionné par vous, des vidéos de la mère, de sa gouvernante, qui a mis 2 semaines à mourir dans le cadre d'une sédation. Et donc, les gens, aujourd'hui, ne comprennent pas pourquoi nous n'avançons pas, sachant que la loi, aujourd'hui, est extrêmement incomplète et qu'elle reste quand même s'il y a des nouvelles procédures, qu'il faut bien sûr reconnaître qu'il y a eu des avancées, mais où on voit bien que c'est au final le médecin qui n'en demande pas autant, quand on voit d'ailleurs sur les médecins qui suivent les personnes, qui a la décision finale, même s'il doit consulter, c'est quand même lui qui décide au final, et ce qui peut parfois paraître bizarre, notamment quand ce sont des personnes qui arrivent aux urgences des hôpitaux, et dont c'est un médecin qui ne les connaît pas, qui va décider de prolonger un coma artificiel ou pas, en fonction plus de ses convictions que des directives anticipées ou de la décision de la personne de confiance qui connaît la personne. Donc pour nous, on est quand même... Monsieur le Président, c'est pour là qu'on souhaite une loi complète. En quelques mots, que nous, ce qu'on souhaite, c'est d'un côté une loi qui permette l'accès universel aux soins palliatifs, que chacun puisse en bénéficier. Et ça nécessite des moyens financiers, comme je le disais tout à l'heure, et les moyens ne sont pas là aujourd'hui. Mais il faut aussi reconnaître que les soins palliatifs ne sont pas une réponse à tout, contrairement à ce que disent parfois certains. Toutes les études le montrent. Il y a des situations où les personnes n'en peuvent plus. Et ces situations, il faut arrêter de les sous-estimer. En Belgique, c'est 2,7% des morts par euthanasie et aux Pays-Bas, c'est 4,5%. Donc, ça veut dire ça pourrait concerner des dizaines de milliers de personnes en France. Et donc, c'est pour ça qu'à côté de l'accès universel aux soins palliatifs, on souhaite la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, dans le respect des consciences de chacun. Je rappelle que nous le disons clairement, chaque médecin doit être respecté avec une clause de conscience, comme ça existe dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, et que d'ailleurs les médecins ne sont jamais obligés de faire quelque chose qui est contre leur conscience, mais en plus dans la loi, comme dans la loi sur l'IVG, il y aura cette clause, et c'est bien pour ça qu'on estime aujourd'hui que si l'ordre des médecins doit participer à ce débat, ça ne peut pas être les médecins qui empêchent une loi quand un pays entier le veut. Il est temps aujourd'hui d'abord de se rassembler pour avoir les moyens, et j'en termine là, et d'entendre enfin les Français sur cette question qui de toute manière va s'imposer aujourd'hui, puisque pour la première fois, même si on a un président de la République dont on ne sait pas ce qu'il veut aujourd'hui, et je pense que pendant la campagne présidentielle, il va dire clairement qu'il veut une loi maintenant légalisant l'euthanasie après ne pas l'avoir fait pendant 5 ans, et il faut que maintenant on soit entendu et que les Français soient entendus sur une affaire qui, je le rappelle, est une affaire citoyenne. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long.